Petite introduction, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment d'axer les éléments sur la règle de sécurité numéro 1, qui malheureusement peu souvent suivie et puis assez peu souvent suivie méticuleusement dans les entreprises, c'est bien gérer son parc et le documenter. Donc moi je me présente rapidement, Sébastien Daldon, je suis depuis 23 ans directeur informatique, principalement dans des structures associatives, mais j'ai également pu travailler dans le privé. J'ai créé en 2019 une société qui s'appelle EasyDSI, qui est une société de conseil et de DSI partagée, et également une société qui se nomme EasyApp, parce qu'on s'est aperçu que pour pouvoir correctement faire nos missions de DSI partagée et de conseil, on avait besoin de s'appuyer sur des logiciels, notamment des logiciels de gestion de projet, des logiciels de gestion de parc, de documentation, et donc on a EasyApp qui vient en support de toutes ces missions-là. Donc voilà sur cette présentation-là. Pourquoi piloter son parc et documenter son SI? Quelques définitions assez simples, hein. La documentation du SI, elle comprend tous les documents relatifs à l'architecture du SI, mais également des documents un peu plus stratégiques comme le schéma directeur ou la politique de sécurité des systèmes d'information. Des guides d'utilisation. Donc on retrouve dans le SI pas mal de documents qu'on va devoir stocker, présenter à certains utilisateurs, présenter aux directions. On a aussi besoin d'avoir des inventaires. Les inventaires font partie de la documentation, donc une CMDB, c'est une base de données qui va centraliser tous les éléments d'information concernant le système d'information, les logiciels, les matériels, les réseaux, les applications, les services. Et dans tous ces éléments, il y a ITIL qui est toujours là pour nous rappeler les bonnes pratiques. Donc là, on est sur des bonnes pratiques qui couvrent le cycle de vie des matériels et du système d'information. Donc cette documentation, il faut aussi penser à ce cycle de vie pour le mettre à jour et le faire vivre pour avoir une documentation qui est fiable. On voit beaucoup d'entreprises, d'associations qui à un moment font un inventaire de leur parc, mais qui ne le font pas vivre, et du coup tout cet inventaire-là est perdu. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est à la fois de documenter, d'inventorier et de faire vivre l'ensemble de ces éléments-là. La cartographie du parc, elle est souvent un peu fastidieuse, et c'est une des raisons pour lesquelles en fait souvent on a tendance un peu à lâcher sur cette cartographie, sur ces inventaires. À un moment donné, on se relâche un peu sur la saisie, sur la compilation de ces éléments, et on se rend compte qu'il y a un élément qui est important, c'est d'automatiser au maximum, notamment les inventaires. Avec cette automatisation, ça permet de baisser la frustration des équipes informatiques à gérer des données, et puis de pouvoir avoir des données les plus à jour possibles. Donc ça, c'est vraiment une recommandation importante, de pouvoir, on va dire, automatiser au maximum cette documentation-là. Il faut aussi que cette documentation, cette cartographie du SI, pour pouvoir le gérer correctement, elle soit reliée au réel. On a souvent tendance à ne pas raccrocher le matériel, la cartographie des éléments à des entités, à des adresses. Pour nous, c'est un élément très important, puisqu'il faut que chaque entité d'un groupe puisse avoir son propre parc informatique. Quand une des entités est attaquée au niveau cyber, il faut aussi qu'on puisse connaître ses connexions Internet, connaître tous les éléments qui la composent pour pouvoir la sortir de ce mauvais pas le plus rapidement possible. La cartographie doit être aussi reliée aux utilisateurs. Souvent, il y a une décorrélation. Quand un poste de travail est fourni, il est souvent fourni à un utilisateur. Donc là encore, quand il y a une attaque qui vient de cet utilisateur, si on ne connaît pas son poste de travail, si on ne connaît pas son entité de rattachement, si tout ça c'est pas bien cartographié dans le SI, et là on se retrouve souvent aussi avec des problématiques pour retrouver les informations, et quand on est en période de crise, c'est plus le bon moment. Donc ça aussi c'est un élément important, la relier aux utilisateurs.
Un élément aussi qui est très important dans la documentation l'inventaire, c'est que cette documentation du système d'information, c'est un atout majeur de la pérennité du système d'information. Euh, Ça permet de structurer et d'organiser les informations relatives au SI et de les retrouver et donc de faciliter le travail de l'équipe SI. Ça peut servir aussi de support de communication, puisque grâce à l'inventaire, on va pouvoir avoir des statistiques, on va pouvoir avoir une bonne vue de son parc et communiquer auprès des directions. Ça facilite la maintenance et l'évolution du SI, parce que quand on n'a pas de documentation, quand on a une documentation qui n'est pas très claire, à chaque projet, on réinvente comment fonctionne le SI, on le redécouvre. Donc ça, c'est un élément important. Et ensuite, c'est aussi un élément qui contribue à sa pérennité, puisque bah, notamment dans beaucoup d'entreprises ou beaucoup d'associations où les équipes systèmes d'information ne sont pas pléthoriques, en cas de départ, on se retrouve toujours avec un sachant qui est parti avec les informations de comment fonctionne ce serveur, comment fonctionne cet ordinateur, comment était organisé tel ou tel sujet. Voilà, donc tous ces éléments-là nous amènent à conduire que, en termes de sécurité informatique, et c'est aussi la conclusion qu'a fait l'ANSSI, puisque dans la plupart de ses guides de bonnes pratiques, cette recommandation sort en numéro 1, c'est documenter, inventorier et mettre à jour cette documentation au point de vue informatique. L'inventaire de parc répond à plusieurs objectifs, hein. L'automatisation et la précision, c'est ce qui va permettre de mettre en place notamment une politique de renouvellement du parc annuel, hein. Sans un inventaire précis, c'est assez difficile d'établir une politique. Ça va permettre la gestion des licences et des garanties aussi, hein, pour pouvoir bien vérifier que le nombre de licences qu'on a correspond au parc. Optimiser les ressources, parce que là aussi, on a parfois des ordinateurs qui sont rendus, qui vont être mis en stock. Donc si on n'a pas de notion de ce stock, en fait, on a tendance à racheter du matériel alors qu'on en a déjà. Gestion proactive des alertes, bien sûr, et puis des rapports détaillés, des analyses sur le parc. Pour passer rapidement, pour construire une démarche de documentation et de cartographie, il va falloir définir toutes les informations utiles à collecter et le niveau de granularité souhaité. C'est souvent le même entre entreprises, c'est-à-dire que souvent on a besoin d'avoir la liste des connexions Internet, des matériels, des licences, des serveurs, des téléphones, des applications, etc. Donc ça c'est important de le définir au départ, parce que si on est trop ambitieux en termes de cartographie, on a l'impression de ne pas aboutir. De définir un planning des personnes et un plan d'action pour la récupération de ces éléments, hein. Par exemple, le service compta qui va fournir aux techniciens la liste des factures Internet, souvent on en est là pour pouvoir avoir une liste fiable des sites, des connexions par site. Vérifier la véracité de ces informations aussi, hein, parce que ça c'est un élément important. Une fois qu'on a inventorié, il faut bien s'assurer que cet inventaire soit cohérent. L'ANSSI recommande aussi de choisir un outil adapté pour pouvoir stocker, faire vivre ces informations. Parce que très clairement, dès qu'on commence à faire une liste des connexions sous Excel, une liste des matériels sous Excel, une liste des licences sous Excel, on s'amuse à reproduire une application sous Excel, et souvent la cohérence est un peu douteuse. Avec toujours la recommandation d'automatiser au maximum. Il y a vous connaissez les contraintes en termes de cybersécurité, hein. Vous connaissez aussi le montant que peut coûter une cyberattaque, même pour une petite organisation. On constate ces derniers temps que les organisations qui sont le plus visées et les plus fragiles sont le secteur de la santé, le secteur associatif, mais aussi le secteur des petites entreprises. Et il y a un chiffre qui est assez important, c'est que 60% des petites organisations font faillite dans les 18 mois suivant une cyberattaque. Donc ce chiffre-là, il est assez marquant. Donc quelles sont les conséquences d'une cyberattaque? Souvent, c'est la paralysie des systèmes, le vol ou la perte des données, l'exposition à un chantage. Donc, dans ce qu'on a pu constater, et puis dans ce qui
dans les statistiques, 95% des attaques exploitent des failles de sécurité logicielle ou matérielle. C'est-à-dire que même si on est sur une faille due à une personne qui va donner ses codes, même si on est face à une personne qui prend un virus, très souvent derrière, les pirates vont quand même aller exploiter des failles de sécurité logicielle ou matérielle sur les serveurs et sur les ordinateurs, parce que sinon, ils ne pourraient pas faire grand-chose en tant qu'utilisateur simple. Donc ça aussi, c'est un des éléments sur lesquels insiste beaucoup l'ANSSI, sur lesquels on va aller un peu plus en détail ce soir. Moi, il y a une phrase que je retiens dans une conférence que à laquelle j'ai pu participer auprès de l'ANSSI. C'était un des membres éminents de l'ANSSI qui a dit comment sécuriser les portes et les fenêtres de son entreprise quand on n'a même pas identifié quelles étaient les portes et les fenêtres. Donc ça paraît évident dit comme ça, mais néanmoins, dans la réalité, sur les différents audits et diagnostics qu'on a pu faire dans les entreprises, la réalité c'est qu'on ne connaît pas ces portes et ces fenêtres parce qu'on n'a pas d'inventaire précis de tous ces éléments et qu'on n'a pas de documentation sur le fonctionnement. Donc on se retrouve souvent avec des documentations partielles ou incomplètes, voire inexistantes. Vous le savez de plus, il y a une loi qui a été transposée dans le droit français sur fin 2024. On n'a pas le périmètre encore précis d'application, mais il est fort possible qu'elle s'étende à toutes les collectivités et à tout le domaine de la santé. Et cette loi va proposer un certain nombre d'obligations. Là, on passe sur des obligations de formation, de mise en conformité par rapport aux directives de cette loi. Cette loi existait depuis pas mal longtemps. On avait déjà les directives en tête, mais il n'y avait pas d'obligation. Et là, on va vraiment être sur quelque chose d'équivalent à la loi RGPD, et donc avec des sanctions qui seront mises en œuvre pour ceux qui ne respectent pas les règles essentielles de la cybersécurité. Donc tout ça arrive à notre niveau, avec des injonctions assez fortes. Et un des éléments forts de cette loi, c'est qu'il faut qu'on soit sur un parc qui est bien géré, documenté, maîtrisé. On souhaitait aussi vous présenter la solution qu'on a pu développer par rapport à la réponse à ces enjeux-là de documentation. Donc il existe pléthore de solutions pour la documentation et l'inventaire de parcs. Nous, on a voulu faire une solution qui répond vraiment aux enjeux français et qui est développée en France. On a voulu que cette solution soit hébergée sur un serveur HDS parce que ce qui est très important aussi dans la documentation, c'est que le jour où on a une crise et notre infrastructure tombe, c'est que cette documentation soit encore disponible. Si on héberge notre documentation sur des fichiers Word et Excel sur notre propre infrastructure, le jour où l'infrastructure est attaquée, on n'a plus de documentation. Donc ça aussi, c'est une recommandation forte de l'ANSSI, c'est de ne pas héberger son application de documentation et d'inventaire au même endroit que son infrastructure. Donc là, on est vraiment parti sur une application SaaS qui est hébergée avec un haut niveau de sécurité. Elle est full web et responsive, c'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas de serveur ou d'installation complexe pour fonctionner. Qu'est-ce qui fait notre différence par rapport, je vous disais, à un grand nombre d'outils du marché? C'est qu'on est parti sur un produit tout en un, mais modulaire. Ce qu'on s'est aperçu dans les DSI, c'est que souvent il n'y avait pas d'outils, parce que aller sur une documentation fiable, ça obligeait à avoir X outils, et que le coût des licences était dissuasif. Notre outil aussi, on a essayé de faire en sorte, excusez-moi, qu'il soit innovant, puisqu'on est aussi sur une connexion pour tous ceux qui sont de la santé avec l'annuaire de santé, mais également connecté à Office 365 et Google pour éviter d'avoir des systèmes de connexion complexes. Donc l'application est disponible sur tablette ou sur PC, accessible assez simplement avec un support.
et on va pouvoir documenter un certain nombre d'éléments du système d'information. Et c'est là où je vous disais que la plupart des outils du marché vont pas aussi loin que ce qu'on propose. On a la possibilité de documenter la gestion de parc avec les matériels, les logiciels, les connexions, les interfaces, les téléphones. De pouvoir aussi avoir une documentation écrite et rédigée au format équivalent à Word, au format WYSIWYG, pour pouvoir stocker toutes les documentations un peu plus stratégiques, un peu plus de procédures qui nécessitent d'être exposées aux utilisateurs, mais également les documentations tout simplement de fonctionnement des logiciels et d'utilisation. Et également tout ce qui peut concerner la sécurité des SI, la matrice des risques, la gestion des crises, des alertes du CERT. Donc ça, c'est ce qu'on va se concentrer vraiment là-dessus aujourd'hui, mais il faut savoir aussi que dans notre outil, on a intégré la possibilité d'avoir un portail intranet, d'avoir un outil de onboarding et de offboarding, la possibilité aussi de documenter ses projets au travers d'un portefeuille projet, un outil sur le numérique en santé, et également la documentation des contrats fournisseurs, parce que c'est un élément important du système d'information. Petite nouveauté avec la loi NIS 2 qui arrive, on fait évoluer l'application sur des outils aussi de cybersécurité. Donc je vous présenterai aussi aujourd'hui rapidement deux petits outils qu'on vient d'intégrer, que sont la matrice des risques et les alertes du CERT. Alors vous savez que l'autorité de lutte contre la cybercriminalité en France, c'est le CERT. Et pour simplifier les choses, dans le domaine de la santé, il y a un CERT Santé qui est indépendant. Donc il y a le CERT et le CERT Santé qui dictent et qui conduisent la politique de sécurité du SI de l'État français. Ils émettent tous les deux des alertes. Et l'idée, c'est de pouvoir s'abonner à ces alertes par rapport à l'inventaire de parc qu'on peut avoir. Donc ça, je vous présenterai rapidement ces deux éléments dans la démonstration qu'on va faire. Et savoir aussi que, bien sûr, sur cette application, on a la possibilité de se connecter à Office 365, mais on a la possibilité très importante dans un outil d'inventaire de faire des reprises de données, voilà, à partir d'autres outils, à partir de fichiers Excel, parce que souvent, quand on va formaliser une documentation, il va falloir la constituer à partir de choses existantes. Donc voilà, sur ces éléments-là. Je vais maintenant passer à une présentation de l'application. Et pour vous donner un exemple et illustrer un exemple concret de fonctionnement. Donc l'application EasyApp, comme je vous l'ai dit, elle fonctionne entièrement au format web. Donc on peut se connecter via l'URL easyapp.com. Pour que l'utilisateur se connecte, différentes solutions, la possibilité d'avoir un mot de passe, ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la possibilité de se connecter au travers d'Office 365. Donc l'utilisateur n'a pas besoin de ressaisir son mot de passe pour pouvoir l'utiliser, ce qui facilite la gestion. Je vais me connecter à une interface pour pouvoir vous faire cette présentation. Donc l'application se présente comme ceci, avec une page d'accueil, avec la possibilité d'avoir un menu de navigation, avec la possibilité de rechercher. Là aussi, c'est important quand on a une base de documentation et d'inventaire, de pouvoir se dire à un moment donné, je vais aller retrouver mon poste POR 262, ou alors au travers du numéro de série, de le retrouver assez rapidement, de retrouver une entité, une adresse, un ticket qui corresponde à ce que j'ai pu taper. Donc ça, c'est un des éléments importants. Comme je vous le disais aussi en termes de structuration, ici sur la gauche, on a des éléments qui sont très structurants, qui sont les entités juridiques et les adresses. Donc, tous les éléments du parc de documentation que je vais pouvoir collecter, je vais les rattacher à une entité juridique. Alors vous me direz que peut-être vous avez une seule entité juridique dans votre organisation, mais il y a beaucoup d'organisations, on va dire de plus en plus, qui ont 2, 3, 4, on a même des clients qui ont jusqu'à 130, 140 entités juridiques. Donc ça c'est un facteur qui se retrouve de plus en plus, et on a envie de savoir pour chacune des entités quel matériel est relatif à cette entité.
Pour complexifier un petit peu la chose, on a aussi la possibilité d'avoir une seule entité juridique qui est un SIRET, mais qui a des entrepôts un peu partout, qui peut avoir des unités de production, tout un tas d'éléments qui sont rattachés à cette entité juridique. Donc on a vraiment créé la possibilité dans cet outil de décrire ces entités juridiques, d'écrire ces adresses pour pouvoir rattacher ces éléments de documentation au bon endroit. Voilà. Je vais prendre l'exemple d'une entité juridique. Donc, quand on va aller sur une fiche entité juridique, on va pouvoir retrouver la fiche complète de l'entité, avec son AF, son SIRET, et certains éléments aussi contextuels, le nombre de salariés, par exemple, qui donne une bonne idée en termes de gestion de parc de l'impact que pourrait avoir une panne. On a pas mal d'éléments sur cette fiche entité, notamment la possibilité de lui rajouter des contrats, la possibilité de lui rajouter des factures, des images, des liens et tout un tas d'éléments. Comme je vous le disais, on va pouvoir décrire chacune des adresses de l'entité, donc avec la possibilité de décrire assez précisément où se situe cette adresse, donc l'adresse postale, de pouvoir décrire qui est le responsable, les jours et heures d'ouverture, quels sont les types d'adresses qui peuvent exister, une description du Wi-Fi à cette adresse. On va pouvoir aussi, pour moi, ça fait partie intégrante de la documentation, par exemple se dire, je vais aller prendre des photos des éléments stratégiques également de l'établissement ou de l'adresse, pour pouvoir, en cas de besoin, avoir ces photos accessibles dans ma documentation informatique. Voilà, ça c'est des éléments qui peuvent être rattachés directement à l'adresse. Et du coup, dans l'outil, on va avoir la possibilité, bien sûr aussi, d'afficher derrière, quand on va être dans la rubrique à parc informatique, une cartographie des différentes adresses que l'on peut avoir avec la visualisation des établissements qui sont intégrés dans les différentes adresses. Je reviens sur mon entité juridique. Donc par rapport à ces entités juridiques, nous on a vraiment voulu faire un outil de documentation qui soit assez exhaustif. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans la partie documentation de cette entité juridique? On va retrouver la configuration générale du SI, c'est-à-dire qu'ici on va pouvoir décrire que pour cette entité juridique, je suis sur un type de WAN IPsec, j'ai mis la description globale de l'entité. Je dis que je suis sur un Active Directory, le nom de l'AD c'est AD, le niveau fonctionnel c'est du 2016, je peux noter l'antivirus. Ça c'est ce qu'on appelle en informatique un corps modèle, c'est-à-dire que ça va probablement être le modèle que je souhaiterais avoir pour l'ensemble de mes entités. Je vais pouvoir aussi documenter si une de ces entités déroge à la règle du corps modèle, je vais pouvoir préciser dans cette entité-là quel est le fonctionnement. Peut-être on est sur un Active Directory différent, peut-être on est sur un type de firewall différent. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de voir qu'est-ce qui est aligné sur le corps modèle, qu'est-ce qui est différent du corps modèle et comment on est organisé par rapport à ça. Dans la documentation, je vais retrouver aussi, et ça sera très important en cas de cyberattaque. Je suis désolé, j'ai une extension de voix, je suis obligé de boire un peu. Donc en cas de cyberattaque, on va avoir besoin du plan d'adressage IP pour pouvoir sortir de panne. Ce plan d'adressage IP, il est aussi très important en termes de documentation parce que si on veut automatiser l'inventaire du parc, à un moment donné, on va avoir besoin d'avoir ce plan d'adressage IP. Il va permettre en plus de se poser des questions structurelles sur est-ce que je dois avoir un plan d'adressage IP global pour l'ensemble de mes entités? Est-ce qu'il vaut mieux que j'ai un plan d'adressage IP pour chacune d'entre elles? Est-ce qu'elles communiquent? Il va y avoir aussi tous les services connectés. Ça, c'est vraiment une nouveauté qu'on peut trouver dans l'industrie, dans les systèmes hospitaliers, dans le médico-social. On a de plus en plus de frigos connectés, de systèmes de chauffage connectés, qui, quand ils tombent en panne, tout simplement, l'équipe informatique est sollicitée parce que souvent, ils sont connectés au réseau, ou à une connexion Internet, ou une connexion téléphonique. Donc, pour nous, ça fait vraiment partie de la documentation aussi informatique de l'inventaire qu'on peut faire. Il va y avoir les applications, puisque c'est intéressant aussi de savoir sur chacune des entités juridiques quelles applications sont utilisées. Donc on va avoir
la possibilité de lister les applications, de donner la version utilisée, d'indiquer où elles sont hébergées. Il va y avoir les hébergements locaux parce que là aussi, la grande tendance, c'est qu'il n'y ait plus d'hébergements locaux sur chacune des adresses de serveurs, hein. C'est la tendance lourde en ce moment, mais plutôt d'aller vers des applications SaaS ou de l'hébergement en data center. Néanmoins, on le sait, la plupart des attaques viennent on va dire, des Gaulois qui ont résisté, des petits serveurs qui sont encore en local, qui commencent à échapper à notre vue parce que ça fait longtemps qu'on les a pas maintenus ni mis à jour. Et donc ça, l'idée, c'est de vraiment pouvoir préciser les hébergements locaux aussi sur chacun des sites, mais également sur le data center. On a aussi de plus en plus de notions de connecteurs à interface entre applications. Là aussi, on le voit beaucoup dans le secteur de la santé ou dans le secteur de l'industrie, où dans le secteur de l'industrie, il y a des applications et des robots qui doivent communiquer ensemble. Si cette communication tombe, ça met toute la chaîne de production en difficulté. Même chose dans le secteur de la santé, où il y a des échanges de données entre différents logiciels pour les repas, pour la prise de médicaments. Donc là aussi, pour nous, ces interconnexions font partie de la documentation, de la cartographie qu'on doit collecter. Il y a la partie parc et matériel IT, où là, on est souvent sur ce qui est fait en premier par les équipes informatiques, mais ce qui est probablement le plus mal fait, parce qu'en général, on fait une première liste, on la suit pas vraiment, on met pas de procédure en place, et puis on se retrouve au bout de 6 mois avec un parc qui a complètement changé, qu'il faut refaire à la main. Donc là, vraiment, moi, ce que je vous incite à faire, si vous partez sur cette documentation-là, c'est mettre en place un process, voilà, en disant comment on réalise cette documentation. Ce qu'on a intégré à l'application EasyApp, on l'a intégré avec un outil, un agent qui s'appelle OCS Inventory, et qui va s'installer, se déployer tout simplement sur l'ensemble des machines du réseau, et qui va pouvoir remonter en automatique à EasyApp l'ensemble du parc informatique. Donc cet outil va vous remonter les portables, les fixes, les serveurs, les machines virtuelles, et on peut même aussi faire remonter les tablettes et les téléphones mobiles. Alors bien sûr, pas les bornes Wi-Fi ou les switches qui sont toujours très particuliers. Là, on peut aller sur un import, et donc au travers d'EasyApp, on a la possibilité de vous fournir un masque pour pouvoir importer les données que vous avez. Donc ça, c'est des données qui sont importantes. Nous, ce qu'on a trouvé très important dans cette récupération de données, c'est d'avoir une fiche de poste dans laquelle on récupère en automatique le modèle, le numéro de série, parce qu'il nous est souvent demandé, le fabricant. On va pouvoir récupérer la version du système d'exploitation. Sur certains ordinateurs aussi, on va pouvoir récupérer les modèles, le processeur, la RAM, le type de disque dur, l'adressage IP, la suite bureautique. On a fait un gros effort chez EasyApp pour transcoder les listes, parce qu'il faut savoir qu'au niveau international, il n'existe pas de normes pour les fournisseurs comme Dell pour retourner ces éléments. Donc Dell va retourner un Windows 2016 Server en W2016, et Lenovo à côté va le nommer en toutes lettres Windows 2016 Server. Donc quand on est informaticien et quand on a envie de savoir combien on a de Windows 2016 Server, on est obligé de faire des petites listes de transcodage, c'est pas très agréable. Donc on a voulu faire ce travail pour vous et vous dire à un moment, quand vous voulez chercher tous les PC en Windows 7 que vous avez, là vous pouvez ressortir la liste. Des éléments importants aussi qui sont automatisés au travers d'EasyApp dans la collecte. Si vous êtes avec un outil comme TeamViewer pour la prise de main à distance, il va vous intégrer l'identifiant TeamViewer ici et vous pourrez prendre la main directement depuis l'outil. Ça aussi, dans les outils de documentation, si on veut qu'ils vivent, il faut qu'à un moment, les techniciens et les équipes informatiques se connectent dessus. Et quoi de mieux que se connecter dessus pour prendre la main sur les postes de travail. Il y a une partie administrative qui est importante sur les postes aussi, de savoir quand il a été acheté, commandé, mis en service, mis au rebut. On va nous demander bientôt aussi, vous l'avez entendu dans la loi, on va devoir avoir un certain pourcentage de parc qui est reconditionné. Donc il va falloir qu'on puisse non seulement avoir une liste de son parc, mais une liste du pourcentage de son parc qui est reconditionné. Donc on a essayé de prévoir tous ces éléments
pour pouvoir avoir une gestion de parc qui nous permette à la fois, en cas d'attaque cyber, de connaître le poste, mais également d'avoir un inventaire qui nous permet une politique de renouvellement assez fiable. Les machines virtuelles, alors souvent ce qu'on nous dit c'est moi j'ai déjà toutes mes machines virtuelles qui sont sur un serveur, je les connais. La réalité c'est qu'on commence à en mettre une un jour sur Amazon, puis une sur l'infrastructure Azure, puis une autre qui est hébergée parce que on a dû le faire chez un prestataire. L'idée vraiment sur EasyApp, c'est d'avoir un outil de documentation de ces machines virtuelles où vous puissiez venir les renseigner avec où elles ont été hébergées, est-ce qu'elles sont sur Amazon, sur Azure, dans quel data center, dans quel serveur. Et surtout, des éléments qui pour nous sont importants dans la documentation aussi, c'est quelles sont les frozen periods, c'est une période pendant lesquelles il ne faut pas intervenir dessus, quel est le niveau de criticité, d'avoir une description des sauvegardes. Ça, on ne l'a pas quand on se connecte en direct sur la machine, donc il faut bien qu'à un moment, on ait une liste de CVM, ne serait-ce que pour les faire évoluer par rapport au niveau de l'OS. Voilà. Dans la documentation toujours, c'est un peu compliqué parce que quand on achète des licences chez Microsoft, par exemple, on achète 30 licences chez Microsoft et quand on se connecte à son MVLS ou à son outil de gestion de parc Microsoft, on constate qu'on en a 70 parce qu'on en a 30, mais il y en a 40 qui sont attribués au cas où on change de PC. Et on ne sait pas trop comment les utiliser, donc l'idée aussi c'est d'avoir une liste vraiment un peu fiable des licences qu'on a achetées. Donc là, dans cette partie-là, nous on va cartographier les licences qu'on a pu acquérir. Un élément aussi important que la liste du parc informatique pour nous en 2024, c'est la liste des connexions Internet. Alors ça, très clairement, on le voit quasiment chez aucun client. Pourtant, dans 95% des cas de cyberattaque, ça passe par une déconnexion Internet qui est mal sécurisée. Du coup, on va pas savoir qu'est-ce qu'il y a sur cette connexion Internet, on va pas savoir à quoi elle sert. On va aller dans la facturation pour retrouver à quoi elle sert, et ça, c'est vraiment pas le bon moment quand on est dans une période de crise. Donc, là, l'idée aussi, c'est d'avoir une liste assez exhaustive des connexions Internet avec tous les éléments qui vont bien au niveau administratif, au niveau mise en place, au niveau contractuel, et également où on puisse préciser est-ce qu'on est sur une sortie paire de réseau, est-ce qu'on est sur une IP fixe, est-ce qu'on est sur un lien principal, est-ce que c'est un lien à faire évoluer, voilà. Donc, tous les éléments qui nous permettent de cartographier nos liens, parce que ça devient le cœur du réacteur, notamment quand on est sur des établissements ou sur du multi-établissement où on a beaucoup de sites, beaucoup d'adresses. Une description de la téléphonie aussi, pour avoir un état où on a de plus en plus de piratage de systèmes téléphoniques, puisque les systèmes téléphoniques fonctionnent globalement entièrement maintenant de manière virtualisée, informatisée. L'idée c'est aussi de pouvoir avoir une description du nombre de SDA, du nombre de postes, du nombre de lignes qu'on avait sur chacun des sites pour cartographier ces éléments. Et toujours dans la cartographie aussi, on a l'habitude de faire des petits rapports quand on se déplace sur un site, quand on constate une problématique en disant là, voilà, je suis allé dans la salle serveur, il n'y a plus d'ampoule, donc si demain il y a une panne, on va devoir faire ça à la lampe torche. Donc l'idée c'est vraiment de relever tous ces petits éléments de diagnostic et de pouvoir les cartographier. Donc, ce qu'on a souhaité mettre dans EasyApp, c'est à la fois une cartographie assez exhaustive, mais vous avez vu sur chacun des écrans, on est en général, si on va sur la partie matérielle, on est sur une trentaine de champs. Donc l'idée, c'est qu'on ne soit pas sur un outil qui soit impossible à gérer, un outil assez simple, avec les informations essentielles et pas de superflu. On a récemment remplacé un outil sur lequel, sur la fiche matérielle, on était à plus de 400 éléments à renseigner. Alors quand on est là-dessus, très clairement, on ne gère pas son parc, on n'a pas le temps de remplir ces éléments-là. Donc c'est soit il remonte en automatique, nous c'est le cas avec OCS Inventory, on va voir comment l'exploiter, mais soit c'est pas possible à le maintenir à la main. Donc il y a la documentation qui est l'inventaire. Pour nous, c'est tous cette partie-là qui est inventaire. Et comme je vous le disais en introduction, c'est hyper important que cet inventaire soit bien rattaché à des entités juridiques, des adresses, voire des utilisateurs, puisque dans EasyApp, on a aussi la possibilité
d'affecter chacun des PC à un utilisateur. Ça va lui envoyer tout simplement un email qui va lui demander de confirmer qu'il a bien reçu ce PC. Et à partir de ce moment-là, ça va vous paraître aussi assez étrange, mais quand il va partir, on va penser à lui redemander son PC. On, on assiste de plus en plus lors de nos audits à des cas où en fait cette procédure n'est pas formalisée et le salarié part une fois sur 10 avec l'ordinateur de l'entreprise sans qu'on lui redemande jamais, parce qu'on n'a pas cette gestion d'inventaire. Et on se retrouve avec des salariés qui se retrouvent avec le poste de l'entreprise toujours configuré, un accès au réseau, alors qu'il est parti de l'entreprise. Donc voilà sur cette partie-là. Deuxième élément de documentation qui pour nous est super important, c'est la documentation qu'on va pouvoir rédiger. Et là, on va être sur différents types de documentation. Premier type de documentation, la documentation à destination de l'utilisateur final. Là aussi, on voit beaucoup de structures qui stockent la documentation du logiciel de compta à un endroit, la documentation du logiciel de paye à un autre. C'est intéressant quand même d'avoir un outil central pour documenter et stocker la documentation à destination des utilisateurs. Voilà, typiquement, ça c'est une fiche qu'on propose à nos clients dans EasyApp. Vous pouvez l'intégrer dans votre documentation. On a référencé sur cette fiche l'ensemble des petites vidéos qui permettent aux utilisateurs d'aller par exemple sur leur Outlook PC et de se dire je crée une signature automatique, j'ai accès à une vidéo qui me permet de le faire. Donc ça, c'est de la documentation utilisateur final. On va pouvoir aussi intégrer ici des documentations qui sont plus des documentations techniques, où là, je vais aller créer une documentation technique en mettant une petite image. Vous voyez, ça reste très visuel. Hein. Je prépare ma documentation sous Word ou sous OneNote et je la colle dans EasyApp, ou alors je la fais directement dans EasyApp avec des petites images. Je peux intégrer des vidéos aussi directement dans cette documentation-là. Et là, je vais venir décrire comment fonctionne mon réseau, comment fonctionnent mes sauvegardes. Donc, je vais pouvoir intégrer ici ma politique de sauvegarde, ma politique d'achat, mon schéma directeur DSI, ma politique générale de sécurité. Donc, toute la documentation informatique, je vais pouvoir la faire vivre. Et en cas d'attaque cyber, je vais pouvoir y accéder toujours. Et elle sera pas stockée sur un document Word sur mon réseau, tout simplement. Élément intéressant dans cette gestion de la documentation, dans cette documentation, on va pouvoir aussi préciser des groupes et affecter la documentation à un groupe bien particulier. Par exemple, peut-être que chez vous, la documentation cyber, elle est vraiment partagée par un groupe bien spécifique et pas par toute l'équipe informatique. Donc on a la possibilité dans EasyApp d'aller assez loin dans la gestion des droits sur la documentation. Et c'est la même chose sur le parc informatique, c'est-à-dire que la vue du parc informatique, comme je vous l'ai dit, en fait le parc est rattaché à chaque entité et chaque adresse, mais si vous voulez donner à un moment donné la visu au directeur de l'établissement ou de l'organisation de l'entité juridique, vous allez pouvoir lui déléguer la possibilité de voir uniquement son entité juridique. Ça aussi pour nous c'est un élément important parce que quand on se trouve dans des structures multisociétés, il faut que on va dire que la cartographie, l'inventaire soit partagée avec les directeurs et les personnels de la structure parce qu'ils en ont besoin pour les immobilisations, pour prévoir le renouvellement du matériel. Et ça, il y a assez peu d'outils qui déjà ont cette structuration entre entité juridique et adresse qui permettent ce partage-là. Et pour nous, il est vraiment important parce qu'il faut que ça vive. Et c'est vrai que s'il n'y a pas le directeur qui chaque année vient mettre un petit peu son nez dans le stock et dans l'inventaire pour renouveler son matériel, les équipes informatiques ont tendance à se relâcher, à ne pas mettre à jour ces listes. Et au final, on a un inventaire qui colle plus. Dans la partie parc informatique, je vous montre un petit peu comment ça présente. Une fois qu'on a référencé tout son matériel, on va avoir cet écran qui va nous permettre de faire des tris assez rapidement sur son matériel informatique. Des tris qui se font par différents... je veux tous les PC Windows 10.
qui sont en production et de type portable. Donc je vais pouvoir assez facilement accéder à la liste, exporter sous Excel. Et donc ça me permet d'avoir une visualisation assez rapide de mon parc. Pareil pour les connexions Internet. Euh, Au niveau d'OCS Inventory, hein, je vous ai dit qu'on fournissait un agent qui va pouvoir remonter en automatique le parc. Donc cet agent va vous afficher, vous voyez le retour qu'a fait les ordinateurs au serveur EasyApp avec tous les éléments d'inventaire. Et si vous avez défini votre plan d'adressage IP, il va même vous les affecter automatiquement à la bonne adresse et à la bonne entité. Donc ça va vous permettre d'avoir une référence informatique qui est intéressante. Dans les outils aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est les outils qui servent aux services informatiques. Donc là, vous allez pouvoir référencer tous les systèmes de ticketing de vos différents prestataires, de vos différents éditeurs pour pouvoir avoir des dépannages et continuer à avoir ces outils, même en cas là aussi d'attaque cyber. Il y a une partie cartographique qui est intéressante, hein, c'est qu'à partir du moment où on a saisi toutes ces données, on a envie de savoir où sont implantés nos établissements, on a aussi envie de savoir où sont par exemple nos postes de travail. Donc là, on va pouvoir avoir que j'en ai 9 à Lyon, puis que j'en ai 3 sur différents sites à Paris. Hein. On va pouvoir aller faire un zoom sur les différents sites que je peux avoir à Paris. Et donc, l'idée, c'est aussi d'avoir une cartographie visuelle de ces éléments-là pour pouvoir travailler dessus éventuellement en cas d'intervention, de migration et puis d'attaque, encore une fois. Enfin, pour respecter le timing, et pour l'instant on n'est pas trop mal, je voulais aussi vous présenter des éléments qui nous paraissent très importants maintenant, notamment dans le cadre de la loi NIS 2. Le premier élément de la loi NIS 2, c'est de faire une analyse par les risques, donc de créer une matrice des risques pour pouvoir analyser l'importance de chaque risque, les évaluer et mettre en place des actions correctives. Donc là aussi, il existe des outils de matrice des risques, mais ça oblige les DSI à aller investir dans un nouvel outil. On a voulu intégrer dans EasyApp un outil de matrice des risques qui permet de faire comme sur les outils classiques, c'est-à-dire de définir une matrice des risques qui s'appellerait par exemple risque naturel, mais ça pourrait être risque cyber. Et on peut s'en servir de cartographie des risques sur tout type de risque. Et on va pouvoir venir ici, dans cette cartographie, rajouter des items avec un niveau de probabilité, un niveau d'impact, un tag, décrire le risque, le porteur de risque, une piste de réduction du risque. Et une fois qu'on a enregistré ces éléments, en fait, il va nous dire que c'est un risque peu probable. Le niveau de risque, il est catastrophique si ça se produit par contre, donc on en arrive à un niveau de risque élevé. Et je vais pouvoir derrière aller sur une fiche imprimable de ma matrice des risques qui va me permettre d'avoir cette matrice et de la figer à un moment donné. Donc ça, c'était le premier élément sur lequel nous a poussé la loi NIS 2. Le deuxième élément, c'est que en fait, on nous demande d'être en alerte par rapport à notre matériel. On nous demande d'être en alerte sur les alertes de sécurité, de mettre à jour. Je vous l'ai dit, 95% des attaques vont entrer au travers de failles de sécurité. On va pouvoir paramétrer ici dans EasyApp, dans la partie paramétrage, on va pouvoir paramétrer des alertes qui vont aller récupérer. Donc ici dans le paramètre de sécurité, je peux dire oui, je veux des alertes par email ou par notification dans EasyApp ou les deux. Je vais pouvoir préciser un groupe et je vais pouvoir dire sur toutes moi j'ai de la marque Alcatel, j'ai de la marque Checkpoint, j'ai de la marque Google. Au niveau des logiciels, moi j'ai un logiciel qui s'appelle Privato, j'en ai un autre qui s'appelle Ageval. Donc je vais pouvoir rentrer ma liste de logiciels. Je vais pouvoir dire aussi sur les OS sur lesquels je veux des alertes, Windows 10 et Windows 11. Je vais enregistrer ces alertes. Et du coup,
Ici, au niveau des alertes de sécurité, donc dans le parc informatique sécurité, je vais retrouver ici euh, mes alertes. C'est-à-dire qu'il va aller afficher par rapport à ce que j'ai saisi les dernières alertes de sécurité qui ont été sorties par le CERT et par le CERT Santé. Je peux aussi voir toutes les alertes. Alors, on a intégré un petit peu d'intelligence artificielle puisque les alertes du CERT, c'est un bulletin qui sort en flux RSS. Et franchement, à les lire tous les jours, c'est pas très agréable. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on fasse appel à l'intelligence artificielle pour nous donner le niveau de sévérité, pour nous donner une solution éventuelle, et qu'elle aille rechercher aussi dans l'intitulé du flux RSS quel produit est concerné, quel fabricant est concerné, quelle version est concernée. Et du coup, c'est ça qui va nous permettre de vous faire des push d'alerte et d'avoir un peu plus de réactivité. Vous voyez, il y en a quand même pas mal tous les jours et ça concerne du FortiManager, de l'eTop qui est un produit libre, du train de micro, donc on en a un peu sur toutes les gammes de produits. Donc ça, c'est les deux premiers outils qu'on a intégrés au niveau de la gestion des risques, mais toujours en termes de documentation, la loi NIS 2 nous pousse à aller vers un process de gestion de crise. Donc là aussi, et ce qu'elle dit, c'est que c'est important que ce process soit partagé, c'est-à-dire que souvent quand la crise arrive, c'est pas forcé que ce soit les gens. Je suis désolé, j'ai encore la gorge sèche. Donc c'est pas forcé que ce soit les gens qui ont rédigé ce process qui soient là pour le mettre en pratique. Donc il faut absolument qu'on l'ait en documentation. Et très souvent, quand on a une crise cyber, c'est la panique sur notre réseau. Et du coup, c'est bien qu'on fasse appel à un outil tierce pour pouvoir y accéder au travers du web et accéder à cette procédure de gestion de crise. On va développer un certain nombre d'outils annexes en termes de sécurité. On souhaite, vu qu'on a un état du parc qui nous est remonté au travers de notre agent OCS, on souhaite faire une analyse de la vétusté des applications et du matériel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va intégrer prochainement. On souhaite aussi pouvoir exposer ici toutes les documentations de sécurité parce que vous savez aussi que dans cette nouvelle loi qui arrive, il va falloir avoir une politique générale de sécurité, donc il va falloir qu'elle soit rédigée et accessible. Il va falloir aussi mettre en place des actions de prévention. Donc ce qu'on souhaite faire dans EasyApp, c'est pouvoir consigner toutes les actions de prévention qu'on a pu réaliser et mettre en œuvre, puisqu'il va falloir prouver qu'on en a fait. Et ça va être un facteur important. Et vous savez aussi qu'il existe de plus en plus d'outils d'analyse de sécurité des données ou des réseaux ou des Active Directory qui sortent des fichiers XML. Et l'idée, c'est de pouvoir consigner ces rapports aussi dans EasyApp et les avoir à disposition. Donc vraiment de faire de cet outil-là, EasyApp, un outil assez complet où une DSI, qu'on soit entre 20 et 5000 salariés, va pouvoir stocker l'ensemble de ces données informatiques, l'ensemble de ces documentations, de ces inventaires, et avoir cette application qui n'est pas hébergée chez eux, qui est accessible et qui est sauvegardée pour eux. Donc c'était vraiment une de nos préconisations pour pouvoir répondre à cette, on va dire, cette règle numéro 1 de sécurité, qui est de pouvoir avoir cette documentation à jour et à disposition. Cette présentation a été rapide. Si à un moment donné vous voulez qu'on aille sur une démonstration plus détaillée sur ces modules ou sur d'autres modules, n'hésitez pas à nous recontacter, on le fera avec plaisir.